Bonjour à tout le monde. Il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Des citoyens mobilisés en ville active à l'initiative de la page Facebook Les rues de Nîmes, Bruno Rochard, viennent de passer à la vitesse supérieure. Il n'y a pas que l'agglo dans la vie. Depuis jeudi dernier, à Nîmes, Corentin Carpentier a ouvert les enfants de Nîmes aux 20 rues fresques pour y accueillir les festaires. Olivier Jalaguet, que nous recevrons dans cette émission tête-à-tête en compagnie de Nicolas Cadenne le 2 mai, eh bien, le président de Magnanime estime que les propositions de la mairie sont insuffisantes. Il ne suffit pas d'être proche de Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, pour avoir gain de cause. À compter du 6 avril jusqu'au 6 octobre, le musée de la Romanité vous propose une exposition à revivre les derniers jours de Pompéi. Il sera en circulation avant Noël, le tracé T2 diagonale entre Ankar, Feuchères et le CHU de Nîmes. Le premier trambus signé Michel Tombereau, que nous recevrons ici même également dans l'émission. Le véhicule de 24 mètres entièrement électrique et gaz est actuellement en cours d'homologation. Il se passe toujours quelque chose en tête-à-tête. Nous vous proposons une spéciale feria de Nîmes ici même au restaurant Le W à l'extérieur. Vous êtes tout simplement invités. Émission spéciale qui sera diffusée le samedi 1er juin avec les artistes Michel Tombereau, José Pires, Christelle Bernard Nuels, 3 peintres nîmois. Se joindra à nous Richard Tiberino, adjoint à la sécurité. Les moyens techniques de HWM TV et Alain Sandman à la réalisation, bien sûr, notre Benchy national. Merci à toutes, à plus tard. Ah bonjour, ça va alors, et alors Patrick, tes invités t'attendent, donc t'étais là. J'y vais, écoute. Mais c'est pas sérieux Patrick. Alors. Allez, merci de nous accueillir. Allez, j'y vais vite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de prendre un peu de votre temps pour suivre notre émission Tête à Tête que vous retrouvez sur notre page Facebook. Chaque semaine, nous vous proposons une diffusion différente et c'est le but de cette émission. Quant à Benjamin Baron, il n'est pas insensible à tout cela. Il est toujours à la vision et à la réalisation de cette émission. Merci à Alain Moula de nous accueillir une nouvelle fois dans son restaurant Le W, Square de la Couronne à Nîmes. Nous recevons dans le cadre de cette émission une triplette, une jeune génération qui monte dans la vie locale. Anan Mohamed, présidente du Cercle de réflexion des étudiants nîmois. Samy Kebouche, co-secrétaire d'Ukraine. Et nous a rejoint Alexandre Capello, engagé pour les Européennes dans un nouveau mouvement ou parti politique, ML2D. Auprès de William Portal, il est sur la liste électorale, sur la liste, oui, pour 2020. Bon, mon énoncé est un petit peu long, mais il était nécessaire que je vous présente correctement nos invités. Alors, à l'heure où beaucoup de jeunes boudent les urnes, certains n'hésitent pas à s'investir dans des partis politiques français. Ils jonglent entre les études, au premier job, et un engagement souvent chronophage. On sait que ça demande beaucoup d'investissement entre les études, le travail, parce que toi tu travailles à côté et tu continues à faire tes études. Est-ce que vous trouvez du temps pour vous investir encore en politique? Bien sûr. Après, au niveau de notre engagement personnel, je pense que c'est un engagement personnel qu'on va tous prendre. C'est être actif au niveau de la vie citoyenne, parce qu'on ne peut pas faire que critiquer. Je pense qu'on peut se retrouver pour améliorer les choses, et c'est tout le sens de mon engagement personnel au sein du parti politique. Pour toi, Alexandre? Je vais dire exactement la même chose, c'est un engagement qui est important, on a besoin de jeunes. Et en politique, je pense que les jeunes ne sont pas encore assez présents et il faudrait qu'ils soient beaucoup plus présents. Et je suis très heureux de voir qu'on est une génération qui contient quelques jeunes actifs dont nous sommes, tous les trois. Samy? Oui, également, je rejoins ce qui a été dit. C'est un réel engagement qu'il faut prendre. Il faut qu'on œuvre qu'on œuvre ensemble sur des sujets où il y a consensus. Et il faudrait bien sûr mixer le tout entre les études et les engagements personnels, mais c'est très important à mon avis aussi. Et vous savez qu'à vous trois, vous avez le même âge que moi. Oui. Peut-être un petit peu moins, qui sait. 25 oh, moi, 24, 24, ouais, moi j'ai 68 ans, donc... On y est, alors. La politique, on l'a dans la peau ou on l'a pas. La politique, c'est un choix de vie difficile, mais surtout une passion. Et j'ai l'impression que vous avez cette passion, messieurs. Anan, Alexandre et toi, Samy, soyez les bienvenus.
et rebonjour. Merci de ton invitation. Avec plaisir. Alors, parle-nous, Anand, du CREN. Il a été créé en 2016. Exactement. Alors le CREN, c'est une association étudiante que j'ai créée en 2016. Le CREN, c'est quoi? C'est le Cercle de réflexion des étudiants nîmois. C'est une association qui a été créée au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et des attentats de Paris. En fait, avec un groupe d'amis, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'associations où on pouvait se retrouver pour faire la bringue et pour faire des soirées jusqu'au bout de la nuit. Mais il n'y avait aucune association, il n'y avait aucun lieu à Nîmes où on pouvait se retrouver pour pouvoir échanger des sujets d'actualité. En l'occurrence, au lendemain des attentats, je pense que c'était important quand même qu'on puisse échanger parce que je suis parti d'un constat très simple. C'est qu'au lendemain des attentats, quand il y a eu les attentats à Paris, moi d'une part j'étais abasourdi parce que quand mon grand-père m'a appelé, il m'a dit il y a eu les attentats, je fais papy, pas nous, quoi, c'est pas possible. Et donc j'ai regardé les informations et là j'ai été. Et donc à ce moment-là, on fait quoi? On va en parler à nos parents, à notre famille, à nos proches, et puis notre vision de la chose va s'arrêter là. Et la création du cercle de réflexion des étudiants nîmois, c'était justement pour des personnes de différentes visions et de différents avis puissent se retrouver dans un même lieu pour pouvoir débattre sur des sujets qui nous touchent comme les attentats, ou même des sujets qui nous touchent moins mais qui sont quand même d'actualité, comme par exemple on a eu la réforme de la justice, on a eu le thème de la corrida, parce qu'à Nîmes c'est quand même un thème important, la réforme SNCF. Donc tous ces thèmes sont abordés dans vos réunions, dans vos débats. Dans vos débats. Très bien. Alors, son objectif, c'est ce que tu disais. Hein. Son objectif, c'est pouvoir en fait créer un lieu, créer une atmosphère pour que des jeunes se réunissent et pour qu'on puisse échanger sur des thématiques variées. Mais vous êtes proche de la République en marche? Du tout. Cette association-là, c'est une association qui est apartisane, qui avait été créée en 2016. À l'époque, j'avais pas d'engagement au sein de la République en marche. Et c'est une association en fait qui regroupe des personnes de différents horizons politiques et de même différentes ambitions. Et c'est une association en fait qui est étudiante, je tiens à le préciser. C'est une association qui est rattachée à l'Université de Nîmes. Et aujourd'hui, on revendique plus de 100 adhérents. D'accord. Donc, quels sont tes rapports avec l'UDI, puisque tu as été vice-président des jeunes UDI? Alors, ce qui veut dire que la République en marche et l'UDI sont très proches? Non, je pense qu'il faut différencier le fait que j'ai eu un engagement. Alors certes, j'ai eu un passé politique au sein des jeunes UDI du Gard, où j'étais vice-président, mais lorsqu'il y a eu le mouvement En Marche, et notamment le mouvement des jeunes avec Macron, je me suis reconnu dans ce mouvement et en l'occurrence dans ses valeurs, et je me suis je me suis investi au sein de la République En Marche, notamment chez Jeunes avec Macron du Gard. Donc vous avez créé une réunion au mois de février à la Grande Bourse. Qu'est-ce que tu peux en retenir, Samy? Alors oui, du coup, on a organisé avec le CREN, on s'est saisi d'outils qui est le grand débat national. En l'occurrence, on a choisi de traiter deux thèmes, la fiscalité et la démocratie. Et on avait vraiment une volonté que tout le monde s'exprime et de toucher un plus large public, ne pas se limiter aux étudiants, que tout le monde puisse apporter sa proposition. Et on est globalement arrivé à des conclusions d'une volonté d'un meilleur pouvoir d'achat, une indexation des pensions de retraite sur l'inflation, ou encore la reconnaissance du vote blanc et du vote nul. Ça, c'est important, la reconnaissance du vote blanc. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexandre? Tout à fait pour. 100% pour. Je pense qu'aujourd'hui, les Français qui ne se sentent pas représentés par la vie politique n'ont aucun moyen électif de pouvoir s'exprimer. Donc aujourd'hui, on dit va quand même voter, même si tu votes blanc, même si tu t'abstiens, mais au final, il n'y a aucun résultat. Donc je salue évidemment cette proposition. Donc n'hésitez pas à aller voter pour les européennes et pour les municipales, c'est important. Les échéances sont proches, mais le 26 mai prochain. Le 26 mai prochain, allez-y. Donc il y a eu pratiquement 10 000 réunions sur la France. Oui. C'est vrai, ce sont les gilets jaunes qui ont mis un coup de pied dans la fourmilière. Oui, c'était nécessaire. Oui, c'est... Fondamentalement, vous l'êtes, gilet jaune, ou pas? Fondamentalement, je sais pas, en tout cas je partage le fait qu'il y ait des revendications, qui soient légitimes ou non pour certaines. Le mode d'expression, après, c'est à l'appréciation de chacun, mais sur le grand débat, il fallait que ce soit ouvert à tout le monde, ça a été ouvert à tout le monde, et tout le monde a pu débattre de ce qu'il voulait sans tabou. Mais sans les revendications des gilets jaunes, ces grands débats n'auraient pas eu lieu. Probablement pas, non. Voilà. Donc, alors revenons sur le local et revenons justement sur la République en marche. Alors moi, je me pose certaines questions. Il y a 5 comités dans le Gard de la République en marche. Est-ce que tout se passe bien entre vous? Et est-ce qu'avec Laura Mespoulet, puisque nous avons lu un article sur Objectif Gard, qui nous a expliqué être l'animateur du plus gros comité en marche. Alors, qui est Laura Mespoulet, pour ceux qui ne le connaîtraient pas,
et peut-être un socialiste comme Françoise Dumas. Non? Peut-être. Moi je le sais, mais enfin, est-ce que cela peut nuire à votre mouvement? Parce que c'est important. Mais écoutez, alors moi je voudrais juste rectifier quelque chose. Il n'y a pas 5 comités dans le Gard, il y a 5 comités de la République En Marche pour Nîmes. Donc en l'occurrence, nous avons En Marche Nîmes-Est, Nîmes Sud, En Marche Nîmes, En Marche Nîmes Agglo. Ce sont des comités en fait, et le Gard En Marche bien sûr. Ces 5 comités-là sont des comités de la République En Marche qui travaillent sur les thématiques nîmoises, bien spécifiques. Et d'ailleurs, ces 5 comités se sont retrouvés à une réunion hier, à laquelle je faisais partie, qui s'appelle la Coord de Nîmes. C'est la coordination des 5 comités nîmois. C'est une coordination en fait, où on se retrouve pratiquement tous pour pouvoir travailler sur un projet politique et un projet nîmois pour pouvoir en fait changer et proposer une nouvelle vision pour la ville de Nîmes. D'accord. Et donc, tous les responsables, Laurent Mespoulet était là aussi également. Alors, Laurent Mespoulet n'était pas là, mais il y avait des membres de son comité qui étaient présents. Après, pour Laurent Mespoulet, moi je reconnais son travail au sein de son comité. Qui est le plus gros comité, dit-il. Après, je pense qu'il ne faut pas faire le concours de... Numériquement parlant. Voilà, alors, je pense qu'il ne faut pas faire le concours du comité qui a le plus de personnes. Je pense qu'il faut plus travailler au niveau de la qualité des échanges et de ce qui en ressort vraiment. Parce que avoir 400 adhérents, c'est très bien. Et d'ailleurs, il revendique que c'est très bien. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui travailler collectif. Parce que le municipal, c'est dans un an. Et pour que ça puisse vraiment aboutir sur un projet concret pour la ville de Nîmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette coordination nîmoise. Après, moi, Laurent Mespoulet, je lui dis... il faut qu'on se retrouve tous au sein de cette coordination pour pouvoir travailler ensemble, que ça ne fasse pas en 2014 avec des gens comme lui. Donc Nabil Cabri également fait partie de la coordination. Il était là hier. Bien sûr. Il est très investi, lui, également. Exactement. Nabil Kadri, c'est l'animateur du comité Le Gard En Marche, qui est un comité en fait qui est nîmois. Et d'ailleurs, oui, bien sûr, il est très investi, comme le sont d'autres animateurs, comme Régis Vaison ou encore Jean-Paul Denis. Jean-Paul Denis qui préside en quelque sorte cette coordination pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble pour un projet concret commun, quoi. D'accord. Donc, le patron, quoi qu'il en soit, c'est Jérôme Talon. Exactement. Alors, la seule personne qui est capable de pouvoir porter la parole de la République En Marche dans le Gard, c'est notre référent Jérôme Talon. Moi-même, aujourd'hui, je ne parle pas au nom de la République En Marche, ni Samy, parce que la seule personne qui peut parler au nom de la République En Marche dans le Gard, c'est Jérôme Talon. Donc, et en plus, c'est vrai que nous t'avons invité pour le CREN, pour cette association, hein, mais vous êtes quand même proche de la République En Marche, et c'est bien. C'est bien CREN en lui-même, des jeunes. Moi, je voudrais juste rebondir sur ça. Non, nous ne sommes pas proches de la République En Marche, parce que alors, moi, j'ai un engagement, je suis certes président de cette association, Samy est co-secrétaire, donc nous deux sommes certes au sein de la République En Marche, mais dans cette association, nous sommes 7 étudiants et 7 jeunes. Il y a Flavia Gori qui n'est pas affiliée à la République En Marche. Il y a Enzo Philippe qui n'est pas affilié à la République En Marche. Nous avons Célia Gerbet qui devait venir aujourd'hui, je l'excuse parce qu'elle avait des examens de droit, qui est notre trésorière. Et nous avons Amandine Biz qui est notre vice-présidente. Et ces personnes-là ne sont aucunement affiliées à la République En Marche. C'est pour ça que je voudrais faire bien la différenciation de mon engagement personnel et de celui de Samy et du CREN, qui est une association qui est vraiment partisane et qui est une association étudiante qui travaille avec les étudiants pour faire des débats. Tu es lycéen, qu'est-ce que tu veux faire? Pour l'instant, je suis en première économique sociale au lycée Saint-Vincent-de-Paul, juste à côté. Et j'aspire, si j'ose le dire, à Sciences Po Paris peut-être. Je vais préparer les concours, tout ça. Mais pour l'instant, chez les Jeunes avec Macron, je suis responsable de la structuration nationale des lycéens, c'est-à-dire que je m'occupe avec une équipe, tout sur un pied d'égalité, de structurer les lycéens des Jeunes avec Macron sur toute la France. Et qu'est-ce qui t'anime? C'est cette passion de la politique? Tu l'as toujours eu, cette passion? Alors, en quelque sorte, moi j'ai toujours été très intéressé par l'actualité, et surtout à notre heure de l'information instantanée, tout ça, la politique est vraiment mise en relief, et j'ai toujours été animé par une volonté de servir l'intérêt général, entre guillemets. Ça peut faire une phrase bateau, un peu comme ça. Mais j'ai vraiment toujours une appétence particulière pour la politique, pour l'expression de chacun et le débat. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai dit tout à l'heure, félicitations, surtout en tant que lycéen. Félicitations à toi de t'impliquer. On n'a pas toujours les mêmes idées, mais c'est pas du tout. De toute façon, bon, je pense qu'on peut éclaircir une chose, c'est qu'on est tous les trois républicains.
on n'est pas extrémiste, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc ça c'est vachement important, donc voilà, je salue évidemment. Moi aussi j'étais impliqué très jeune en politique, depuis l'élection présidentielle de 2007 j'ai commencé à un petit peu aimer avoir le goût de la politique, des idées, alors pas la politique politicarde pour le côté cheval de course, mais pour le côté idée, défendre ses valeurs, défendre ses idées, et souvent les idées ne sont pas forcément représentées, comme je le disais tout à l'heure, sur l'échiquier politique. Bien, alors toi Alexandre Capello, tu as 24 ans, Oui. tu figures sur la liste Mouvement pour la liberté et la démocratie, direct ML2D. Il veut dire quoi ce ML2D? Alors, mouvement, mais pourquoi 2? Parce qu'il y a deux démocraties directes. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a fait un d'accord. petit jeu de D'accord. Bon. l'acronyme. Alors tu te revendiques comme divers droite Tout à fait. et un parfait républicain comme tu le Tout à soulignais fait. tout à l'heure. Alors ta tête de liste est Loïc Roussel, Loïc Roussel. professeur dans la vie, Professeur de physique-chimie. grand sportif, dit-il. Je l'ai Oui, dit. il aime bien l'alpinisme. Ouais. Il a gravi les montagnes comme il souhaite gravir les sommets politiques. On peut dire ça. Hein. Alors pourquoi se référer à un homme? Tiens, parce que vous vous référez à Frédéric Bastiat. Alors je suis allé chercher qui était Frédéric Bastiat. Alors journaliste économiste, puis homme politique français, Frédéric Bastiat, du 19e siècle quand même. Il n'y a pas une référence plus proche que le début du 19e siècle. Je pense que finalement, on ne peut pas, si vous voulez, assimiler à un homme simplement le temps où il a vécu. Aujourd'hui, si on prenait cette façon de parler, on pourrait dire que les idéaux républicains, ils datent de bien avant encore. Donc est-ce qu'on doit abandonner nos idéaux républicains parce que les Lumières étaient il y a plusieurs siècles? Je pense pas. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'à travers le temps, on puisse conserver certaines valeurs ou certaines figures qui nous permettent de réfléchir, qui nous permettent de conserver des biens précieux que sont la démocratie, la liberté. Et quel homme, vous pourriez prendre référence sur quel homme politique du XXe siècle, par exemple? Du XXe siècle? Ouais, plus récent, donc est-ce que je sais pas, un De Gaulle, un Charles de Gaulle, parce que je crois que tu n'es pas gaulliste. Non, je suis pas gaulliste. Pour toi, le gaullisme, c'est... Ça veut plus rien dire. Tous les hommes politiques aujourd'hui, quasiment, à part vraiment les extrêmes, quoique même le Front National, enfin le Rassemblement National, maintenant prend le De Gaulle entre guillemets comme tête référente. Donc je pense que le gaullisme aujourd'hui ne veut plus rien dire. Moi-même, ma famille maternelle est gaulliste, elle se revendique comme telle, mais moi j'ai décidé de ne me pas revendiquer comme telle parce que, à mon sens, pour le coup, ça n'a plus vraiment de sens, sans faire de jeu de mots. Bon, quand vous avez pris Frédéric Bastiat, il a dit des choses intéressantes quand même. Hein. Oui. Et il rappelle que chaque fois que quelqu'un reçoit, et ça m'a interrogué, c'est quelqu'un qui a donné. Et ça, c'est important. Tout à fait. Alors moi, je me suis permis, alors je ne veux pas être long, mais il y a Vas-y. 2 citations qui vont résumer pourquoi, pour nous, Frédéric Bastiat est quand même... Alors on n'est pas, on n'est pas une secte, on va pas l'idolâtrer, mais quand même une figure importante. Parce que quand même, ce que je vais dire là n'a pas pris une seule ride. Vas-y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ça n'a pas pris une seule ride. N'attendre de l'État que 2 choses. Liberté, sécurité. Et bien voir qu'on ne saurait, au risque de les perdre toutes deux, en demander une 3e. Ça n'a pas pris une ride. 2e exemple, tout le monde veut vivre aux dépens de l'État, et on oublie que l'État vit aux dépens de tout le monde. Ça n'a pas pris une ride. Voilà, aujourd'hui, si vous regardez, les gilets jaunes, moi, évidemment, je les ai soutenus pour répondre à la question de tout à l'heure. Je les ai soutenus, on va dire, au début. Bon, après, les casseurs, là, c'est parti du n'importe quoi. Et ça, évidemment, je le soutiens absolument pas. Mais la base, on va dire, des Gilets jaunes, c'était la lutte contre la fiscalité. La toute première revendication, c'était stop à la fiscalité extrême. Et cette fiscalité, elle a été dénoncée par Frédéric Bastiat. Et aujourd'hui, elle est encore plus vraie parce qu'on est un des pays qui a le plus de taux de prélèvement obligatoire d'Europe. Presque maintenant du monde, on a un des taux de prélèvement qui avoisine les 60% du PIB, alors que d'autres pays qui ont la moitié de taux de prélèvement obligatoire réussissent beaucoup mieux. Voilà. Donc la mission de l'État, c'est justement de défendre le droit naturel des individus. Tout à fait. Hein, c'est ce que tu... Exactement, le droit de propriété, le droit de résistance à l'oppression, tout ce qui est dans surtout l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et le libre-échange est la clé pour accroître la prospérité du peuple. Tout à fait. Nous, en fait, ce qu'on pense, c'est que l'État, si vous voulez, on ne peut pas lui donner autant de casquettes qu'il en a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État, on veut qu'il soit, on veut un homme providentiel. Les gens, ils aimeraient que Macron règle tous les problèmes en un claquement de doigts. On voit que même lui le reconnaît qu'il ne peut pas, puisque même lui il dit, il faut pas tout attendre de l'État.
J'aimerais juste qu'il aille un peu plus loin dans sa démarche et dans sa philosophie, mais si vous voulez, aujourd'hui, l'État, à la base de la base, il était là pour nous protéger, pour protéger les citoyens, donc son devoir de sécurité, donc police, armée, justice. Et puis derrière, ben voilà, tout ce qui est fonctions régaliennes. Aujourd'hui, on voit que les fonctions régaliennes sont totalement abandonnées. Hein. On a une armée qui est en déroute, on a notre police qui est encore en sous-effectif, qui demande toujours plus de moyens, qui sont pas assez bien payés. Et à côté, on investit, comme dirait Macron, un pognon de dingue, pour reprendre son expression, un pognon de dingue dans des affaires sociales, dans des affaires qui finalement ne marchent pas. On étouffe les uns pour étouffer les autres et ça ne marche pas. Oui. Alan, qu'est-ce que tu en penses des réflexions de ce que tu viens Écoutez, d'entendre? moi, si je devais reprendre la dernière phrase que Emmanuel Macron a dit que c'est justement on investit un pognon de dingue, c'est dans le sens où, certes, on investit un pognon de dingue, mais en fait, ça ne résulte à rien. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'aide, qu'on aide beaucoup les Français, mais derrière, en fait, ces personnes restent toujours dépendantes. Et c'est en fait dans ce sens-là où il faut prendre cette phrase, et non pas dans le sens où on dépense un pognon de dingue pour les Français, et ça s'arrête là. En fait, lui, c'est vraiment dans la chose, lui, de ce qu'il pense, notre président Emmanuel Macron, c'est que, alors, certes, il faut investir, et certes, il faut aider les Français, mais il faut que ça arrive à quelque chose, il faut que les Français arrivent à un point où ils commencent à travailler. Je parle pas qu'au niveau boulot, mais je parle que oui, alors aujourd'hui, il y a un pognon de dingue qui est dépensé dans les aides sociales. Ça c'est une réalité, on le voit. Aujourd'hui, on est l'un des pays de l'Union européenne qui aide le plus ses citoyens. Et on a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ça voilà. Voilà, faut le dire à un moment donné quand même. Ça, je vais pas être forcément d'accord avec ça, par contre. Alors vas-y. Non, mais je veux pas le couper. Hein, mais du coup, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la phrase. C'est que d'accord, il faut aider les Français, mais il faut aussi que le Français se prenne la main et que cet argent et cette aide amène à quelque chose. Alors, je suis d'accord. Alors, c'est ça c'est mon problème entre guillemets généralement avec les macronistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un constat qui est vrai, mais dans les solutions, on va pas forcément être d'accord. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai qu'on pourrait dire la Macronie, le macronisme, le fait de vouloir tous se rassembler dans un objectif commun peut être intéressant. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les macroniens vont être limités parce que derrière, ils vont avoir, comme tu as dit tout à l'heure, ils vont avoir des socialistes, c'est un peu une auberge espagnole, tout le monde les a rejoints. Donc ça va être un peu comme Nicolas Sarkozy, à chaque fois qu'il voulait bouger un petit doigt, il avait les centristes, il avait quelqu'un qui lui freinait. Donc moi, évidemment, je dis oui, c'est vrai que, alors je partage ce constat, maintenant derrière, il faut aussi permettre aux citoyens de pouvoir être indépendants. Aujourd'hui, on peut pas dire, avec le système actuel, les citoyens, vous devez être responsables et indépendants. Pour ça, il faut que l'État se retire massivement dans tout un panel de domaines et qui puisse permettre que derrière l'économie puisse vivre librement. Vous pouvez pas dire on est très interventionniste, mais d'un autre côté débrouillez-vous, c'est pas possible, c'est incompatible. Samy. Juste repréciser au cas où, Alan et moi, on vient au nom d'Ukraine uniquement, pas au nom de la République en marche. Oui, parce qu'on nous interpelle, on nous interpelle sur des sujets. Vous êtes engagés à la République en marche tous les deux. Oui, mais dit en présentation. non, mais je vous parle pas en tant que. Ah oui, on distingue notre engagement politique de notre engagement associatif. D'accord. Les deux concordent pas du tout. Ils concordent pas du tout dans le sens où on n'agit pas de l'un en fonction de l'autre. Mais juste pour répondre là sur le modèle social, si plutôt 50% que 60% du PIB et 56, 57. Hein. On va pas discuter. C'est les chiffres de l'INSEE. Alors c'est l'INSEE qui le dit. Du coup c'était pour dire que je pense qu'une majorité de Français est attachée à notre modèle social actuel, notamment à la sécurité sociale, remboursement de la majorité des frais médicaux, tout ça. Et faut regarder que d'un côté on veut réduire les dépenses de l'État. Je suis globalement d'accord avec cette idée, mais de l'autre côté on veut un modèle social plus fort. Donc il faut vraiment réfléchir et c'est pas des petites réformes entre guillemets, c'est vraiment faut réformer en profondeur et à partir de là il faut pas réformer en quelque sorte dans la violence. Il faut que par exemple ça faut pas être un peu clivant dans le sens où on va pas se retirer du jour au lendemain. Par exemple, sur les aides sociales, il y a un certain attachement, et à mon avis, ça doit réellement être progressif et pas... Oui, mais sur les aides, par exemple, sociales, oui, peut-être. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de boulot gagne autant que quelqu'un qui a un boulot. Ce n'est pas l'inciter à aller rechercher du travail. Mais justement, concernant ça, on parle justement de réforme de l'assurance chômage, tout ça, qui dirait en quelque sorte que si je me base sur des données qui ont été publiées, etc., que si le demandeur d'emploi refuse plus de 2 offres d'emploi décentes, c'est-à-dire dans son secteur, dans ses domaines de qualification qui regroupent globalement ses demandes principales, et son allocation se verrait baisser apparemment. Ouais, il suffit pas de traverser la rue pour trouver du boulot, quoi. J'aimerais répondre. Excuse-moi. Oui, vas-y. Alors, donc tu as raison. Donc
on ne veut pas réformer dans la violence, on va pas dire. Alors, c'est justement, tout ça se concorde. En fait, si on veut, on peut pas prendre, et ça je pense qu'on est d'accord, on peut pas prendre un domaine précis sans prendre en compte l'ensemble. Nous, c'est un programme d'ensemble. Donc évidemment, l'État se retirera à condition que derrière, les citoyens aussi ont la possibilité de pouvoir s'assumer. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous l'avez dit justement, vous êtes pris dans un piège, ce que je disais tout à l'heure, la République en marche, elle est prisonnière parce que vous avez raison, d'un côté, on veut plus de social, mais en même temps, on veut moins d'État. Et ce n'est pas possible. En fait, concrètement, c'est une impasse parce que c'est pas possible. Donc, évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est que permettre aux citoyens que le taux de chômage baisse énormément, que les gens aient leur salaire plein, c'est une de nos propositions, qu'ils puissent choisir pour leur cotisation sociale. Aujourd'hui, les Français sont spoilés. Voilà, on est dans un capitalisme de connivence et non plus dans un capitalisme de concurrence. Donc, nous voulons un capitalisme de concurrence pour que, justement, les Français aient la possibilité, avec plus de liberté, de pouvoir s'assumer. Et une fois que les Français auront la possibilité de s'assumer, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de l'État? Ils n'auraient plus besoin de l'État. Donc l'État pourrait se retirer naturellement, ça se fera automatiquement. Mais c'est pas on se retire l'État et puis démerdez. C'est pas du tout ça, pour parler français. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais ton point de vue, Alain. Alors moi je voudrais juste rebondir sur une chose, c'est votre programme, c'est un programme pour les européennes ou un programme pour l'État français? Parce que là, si j'ai bien compris, je te présente pour les européennes. Ce que tu nous expliques, c'est au niveau de l'État français. Donc du coup, c'est un peu... Parce que je répondais à la question sur, on va dire... parce que tu dis nos propositions sont, mais bien sûr, parce qu'on a un programme national pour chaque parti, si tu veux, a un programme national. Et après, pour chaque élection, on le peaufine. La question ne portait pas sur les élections européennes. Après, je peux répondre sur les élections européennes. Justement, sur les élections européennes, nous, ce que voulons, c'est que l'Union européenne se réfère à sa charte initiale de 1986. C'est-à-dire que elle ne doit pas déterminer ce que nous buvons, ce que nous mangeons, ce que nous produisons. À la base, l'Union européenne était basée sur 3 principes qui étaient l'euro, qui était par rapport à vous savez, sur tout ce qui est pêche, la production de la pêche, et sur le libre-échange, sur par exemple Schengen, etc. Donc nous voulons qu'elle se recentre sur ces 3 missions principale, et que sur le reste, pareil, elle laisse les respirer, parce que ce qui est bon pour l'État est bon aussi pour l'Union européenne. C'est-à-dire qu'une Union européenne omniprésente qui veut tout décider, qui veut tout diriger, on n'en veut pas non plus. Alain, moi, au niveau des européennes, je t'avoue que je suis pas... Oui, non, mais je veux dire que si on reprend ce que 86, effectivement, c'est... Mais après, il faut quand même se référer à une réalité de marché. Aujourd'hui, la France seule ne peut pas faire le poids face à des puissances mondiales économiques. Je te parle, par exemple, les États-Unis ou la Chine. Aujourd'hui, ce qui fait le poids de l'Union européenne, c'est justement qu'on soit tous ensemble et qu'on soit une force. Et c'est pour ça que d'ailleurs on peut peser dans le jeu économique mondial, parce que si chaque pays, finalement, on se réfère chacun à son propre pays, on revenait à notre monnaie de base. C'est pas ce que j'ai proposé. Hein, non, mais d'accord. Mais en 86, il n'y avait pas encore cette proposition. Ah si, ça constitue l'euro. On parlait de l'euro aussi en 86. Oui, non, mais je voulais dire que chacun ait sa monnaie. Ou ratifier plutôt. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que tu voulais dire. Ça a été ratifié plus tard. Mais c'est dans le sens où je te parle aujourd'hui de l'Union européenne. Moi, je suis né en 94. Je l'ai toujours connu comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne me suis jamais posé la question de si je dois aller en Italie ou en Espagne, est-ce que je dois faire un visa, est-ce que je vais avoir besoin de changer mon... Mais c'est vrai, c'est une réalité de... Non, c'est une réalité ou pas non, mais d'accord, mais ça, je suis pas d'accord. Quand je vais en Suisse, ils se portent mieux, ils sont tout seuls, ils sont pas dans l'Union européenne. D'autres pays, ils se font très bien, ils sont tout seuls, ils sont pas dans l'Union européenne. Après, je vais pas faire un débat sur le Frexit, c'est pas notre programme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas non plus inventer des choses. Mais la Suisse, tu prends un cas particulier. Non, il y en a d'autres des cas. Même il y a pas que l'Europe dans d'autres cas. Oui, mais en l'occurrence, si on parle de Singapour c'est un État qui marche très bien. Si on parle des pays comme la Suède, etc., il y a des pays qui marchent très bien, qui n'ont pas forcément l'euro, qui n'ont pas forcément Schengen, qui n'ont pas forcément tout ça. Donc nous sommes pour le libre-échange, donc nous on le soutient ça. Donc je vais pas vous dire aujourd'hui que je suis contre le libre-échange, c'est notre programme. Maintenant, il faut pas non plus raconter que si l'Union européenne est vachement plus présente dans nos vies, alors ça y est, on va être beaucoup plus fort. C'est faux, concrètement, c'est faux. Oui, mais après sur le fait de prendre des exemples qui sont... la Suisse, c'est un exemple particulier, mais en l'occurrence, on parlait des élections européennes. Donc, l'argument, c'est pas en quelque sorte sortir de l'Union ou pas sortir de l'Union. Non, c'est pas notre programme de toute façon. Oui, j'ai relativement compris ça. Donc, vous défendez à peu près des démocraties libérales. Parce que je me revendique comme libéral de toute façon. Moi, après, j'avais aussi une question sur, du coup, sur le programme national, tout ça. Est-ce que le ML2D, c'est ça? Oui. Vous êtes affilié à un parti à l'élection présidentielle ou avez-vous soutenu? Alors, excellente question. Oui, très bonne question. Alors, je vais pas me défiler, c'est que je vais être franc. On vient de se constituer.
Donc l'élection présidentielle c'était en 2017, donc on n'était pas Oui, mais enfin, vous présent avez à ce quand même- moment-là. Vous étiez Mais il y présent avait un comme mouvement mouvement, quand même. Ouais. Non, on vient de se constituer. Ah, ok. Non, c'est un mouvement qui est vraiment jeune, comme nous ici sur cette table. Par C'est exemple, jeune. toi, tu vas voter pour qui aux dernières élections présidentielles? Bah, au premier tour, au second tour, on n'était pas du tout dans la même configuration. Au second Oui. tour, il y avait l'extrême droite. J'avais pas voté pour Donc, l'extrême droite. Oui, et au premier tour? Au premier tour, je garderai ça pour moi. Parce Ah. que je suis là, parce que contrairement à mes contradicteurs, je suis en tant que représentant d'ML2D, je suis responsable régional d'ML2D. Si aujourd'hui je vous dis j'ai voté pour un tel, ça va être affilié pour que ML2D, entre guillemets, est plus proche de telle ou telle Oh, personnalité. je pense que c'est- Après, j'ai participé aux primaires de la droite. Bon voilà, je me Mais- revendique de la droite, j'ai voté pour aux primaires de la droite. Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Première à droite, tu avais Sarkozy, qui a été éjecté, tu avais Juppé, tu avais Fillon. Oui. Donc voilà, tout simplement. J'étais assez intéressé par la démarche d'Alain Juppé, mais après, bon, je veux dire, je vais pas me retourner sur 2017. Après, j'étais pas encarté chez les Républicains. Alain Juppé n'était pas candidat à la présidentielle. Bon, t'es divers droite, quoi qu'il en soit. Je suis divers droite. Du coup, de ce que j'ai compris, t'as apporté ton soutien, non, t'as donné ta voix au second tour au candidat de la République en marche, c'est ça? On peut dire ça comme ça, mais je le vois pas comme ça non plus. Oui, t'as C'est-à-dire qu'il y a glissé. des gens qui ont voté Mélenchon, qui ont voté pour Macron, pas parce qu'ils soutenaient le Oui, t'as programme de glissé un Macron. bulletin de vote Macron. Voilà, c'est-à-dire que j'allais pas Ouais, voter tu n'as pour pas voté l'extrême pour droite. l'extrême droite. Non, parce que Voilà. c'est contraire à mes idées, je veux dire, Précision surtout l'extrême droite importante. actuelle. Bon, il nous reste 3 minutes. Ton engagement à la mairie de Marguerite sur la liste de William Portal, Ouais. tu y es cette année pour l'année prochaine? Tu y es? Oui, je soutiendrai William Portal, tout à fait. D'accord, parce que nous, il nous a dit que tu étais effectivement un jeune qui s'intéressait depuis fort longtemps à la politique et il te connaît bien puisque tu as été son élève en classe. Non, j'ai pas été. Alors ça, c'est un article du Midi Libre qui l'a marqué. C'est un Il est libre, attention. Il faut Ouais, que- attention Midi Libre, parce qu'il y a eu des erreurs. Mais non, après, je remercie quand même le directeur adjoint de Midi Libre qui est venu à ma réunion du 28 février. Et non, je l'ai pas connu de cette façon, mais bon, j'ai des échanges avec lui. Après, bon, je veux dire, beaucoup se présentent contre lui, mais au moment des délibérations Bah, au conseil municipal, tout le monde vote pour. Et au dernier conseil municipal, qui était le dernier budget de la mandature, les 4 têtes de liste qui se sont déclarées ont voté les 17 points du budget. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas plutôt plus une guerre d'ego qu'une guerre vraiment d'idées? Oui, donc, parce qu'il y a 4 listes, une socialiste, je crois. Divers gauche, il se divers représente gauche. plus comme eurosocialiste. Oui, parce que oui. Mais alors donc divers droit, vous partez à trois listes. Oui, je le celle regrette. du maire, celle de Stéphane Guillemin, Guillemin et Denis Bruyère. Denis Bruyère. Donc, Qui sont tous dans sa liste, hein, ils d'ailleurs, sont qui tous sont dans tous sa dans liste. son Denis conseil. Bruyère, il y est depuis toujours. Oui, mais je pense que, pour parler franchement, après le politiquement correct, on est jeune, c'est bon, le politiquement Bon, correct, il est ça nous intéresse pas. alors il n'est pas trop âgé pour continuer. William Portal, il a fait de bonnes choses, il continuera à faire de bonnes choses. Ben, apparemment, tout le monde dit que, puisque même l'opposition vote tout ce qu'il propose, donc c'est qu'apparemment il fait du bon travail. Bon, ça va être compliqué, ça va être. En tout cas, je voulais vous remercier tous les trois. Merci. D'être venu dans l'émission en tête à tête. Hein, c'est pour... Tiens, on en parlera tout à l'heure. Donc, quels sont tes objectifs là? Toi, pas politique. Tu es en plein examen, là, en révision. C'est ça, oui, j'ai du coup les épreuves du bac anticipées à la fin de l'année, français et sciences. Voilà, faites confiance aux jeunes. Toi, Anne, tu travailles, je sais que tu es dans les assurances. Exact. Et je continue mon master en droit public en même temps. Et toi, que fais-tu alors? Je suis dans la grande distribution et j'ai un projet de création d'entreprise. Ouais. Voilà, pour montrer l'exemple sur la liberté. Très bien. Eh bien, merci, monsieur Benjamin Baron. Hein, le baron noir de l'équipe. Merci à toi, mon Benji, et puis à très bientôt. Et restez-nous fidèles. Bye bye. Alors j'ai accepté cette émission parce que je la trouve de qualité, elle est locale, ça c'est très important de défendre le local, elle est de qualité et je trouve que le duo Benjamin-Patrick est très intéressant, j'étais curieux de les rencontrer et je suis très heureux de les avoir vus. Le fait qu'on ait accepté l'invitation de Tête à Tête, déjà c'était par rapport à, suite au grand débat national qu'on a organisé à travers l'association Le Crène, et c'est également par rapport au fait que Tête à Tête aujourd'hui, je pense, c'est une institution nîmoise. Et du coup, comme on est membre du bureau du Crène, on avait à cœur de s'intéresser au débat public et d'y participer. Et d'autant plus, c'est Patrick qui nous invite, alors on accepte.